Enregistrement en cours. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I'm Pam Bonjour, Cipriano, President of the International Council of Nurses. bon après-midi et bonsoir à tous. Je suis Pam Cipriano, présidente du Conseil international des infirmières. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le lancement de notre rapport sur la Journée internationale des infirmières 2025 et de notre sondage auprès des présidents du CCJ. Alors bienvenue à tous. Permettez-moi d'abord de faire quelques commentaires liminaires sur le webinaire lui-même. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons des services d'interprétation en anglais. Sont fournis en anglais, en espagnol et en français et moi. Et si vous avez de l'expérience avec le Zoom, veuillez aller au bas de votre écran et activer l'interprétation à l'écran, où vous verrez une icône d'interprétation qui ressemble à un petit globe terrestre et vous cliquerez dessus, puis sélectionnerez votre langue préférée. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous sont très familiers avec l'utilisation du chat, et c'est là que nous voyons des salutations qui sont déjà placées. Et donc n'hésitez pas à ajouter vos bonjours et salutations à tout le monde pendant le webinaire. Mais surtout, vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses lors de la session de questions-réponses à la fin des présentations. Veuillez les mettre dans la séance de questions-réponses, qui se trouve également en bas lorsque vous regardez les icônes là-bas. D'accord. Je tiens à mentionner brièvement nos conférenciers que vous entendrez ce matin. Nous sommes très heureux que notre PDG, Howard Caton, soit parmi nous. Nous avons aussi Greg Charplin, qui travaille au centre de recherche Rosemary Bryant et qui le sera. Parlons avec nous de ses enquêtes sur le CCJ. David Stewart est directeur des politiques et des pratiques infirmières au CI. Julian Moore, membre de notre groupe de communication et de politique au CI. Elisa Little, que beaucoup d'entre vous connaissent comme la première vice-présidente du CI. Si nous passons à notre diapositive suivante. Nous sommes toujours heureux quand vient le temps de célébrer la Journée internationale des infirmières et le CI prend très au sérieux le fait que c'est l'occasion non seulement de célébrer les infirmières, mais aussi d'envoyer des messages très forts et clairs sur ce qui est important pour soutenir les infirmières. Quels sont les développements urgents que nous savons être essentiels dans le monde entier non seulement pour protéger et promouvoir la profession infirmière, et nous assurer que nous veillons sur les infirmières, mais aussi pour promouvoir le rôle des infirmières dans la santé mondiale. Et nous avons présenté notre vision du changement au cours des 5 dernières années en particulier. Donc, juste un bref examen. Encore une fois, il s'agit d'un moment d'action. Et de retour à 2020, dont nous nous souvenons tous comme étant l'assaut de la pandémie. Nous avions choisi le thème des garçons pour guider le monde des soins infirmiers vers la santé. Et cela n'aurait pas pu être plus poignant. Mais nous savons aussi que nous devions nous concentrer sur notre vision de l'avenir. En 2021, nous avons donc ajouté à cela une vision. Soins de santé future. En 2022, nous sommes allés en profondeur jusqu'à une adresse directe. Désolé, ils doivent investir dans les soins infirmiers et respecter nos droits à assurer la santé mondiale. L'investissement est donc devenu un thème critique parce que nous avions vu que les infirmières n'étaient pas valorisées, qu'elles n'étaient pas respectées et que nous manquions certainement d'investissement dans les postes et les conditions de travail. Donc, en 2023, ce qui a été vraiment monumental, c'est du temps pour nous. Nous avons publié notre charte pour le changement, et c'était un ensemble de mesures urgentes que nous voulions que les dirigeants des organisations et de nos gouvernements prennent. Prendre pour changer de politique ou pour mettre en place une politique qui valoriserait, protégerait, respecterait et investirait dans les infirmières pour une bonne santé pour tous, y compris la santé de nos populations. C'est devenu notre feuille de route pour parler avec nos décideurs. D'envoyer des messages avec des données pour dire pourquoi il est vraiment important que nous devons protéger et promouvoir notre personnel infirmier, tout en reconnaissant qu'il y a des défis à relever pour toutes les questions économiques. Cela nous a donc conduit à 2024, où nous avons publié The Economic Power of Care, économique des soins. C'est en soi un document puissant qui démontre vraiment à quel point il est important que nous gardions les gens de nos pays en bonne santé, car c'est un moteur économique. Et donc, pourquoi le thème des soins aux infirmières en tant que pouvoir économique des soins était vraiment important cette année?
Nous avons ajouté au thème Prendre soin des infirmières renforce les économies. Point, nous croyons qu'il était important de le reconnaître. C'est que si nous n'avons pas d'infirmières en bonne santé, si nous n'affectons pas leur bien-être, elles ne peuvent pas être aussi efficaces et percutantes. Et donc, prendre soin des infirmières renforce les économies. C'est vraiment un message clair que nous voulons envoyer une fois de plus à nos décideurs politiques et à nos employeurs. Car nous savons que les infirmières sont la clé des sociétés saines. Aujourd'hui, dans le webinaire, nous allons entendre parler de deux documents essentiels. L'une est une nouvelle enquête importante sur nos associations nationales d'infirmières et d'infirmiers. L'autre est notre rapport sur la Journée internationale des infirmières pour 2025. Ainsi, les résultats de l'enquête en collaboration avec le Centre de recherche Rosemary Bryant présentent des informations sur la main-d'œuvre. Nous savons qu'il y a eu des changements et des défis spectaculaires depuis 2020 et nous avons estimé qu'il était extrêmement important de vraiment regarder ce qui se passe au niveau national et vous en saurez plus à ce sujet. L'offre de notre main-d'œuvre infirmière, sa répartition, sur les conditions de travail et sur l'impact de la mobilité et de la migration. Nous sommes également heureux de pouvoir vous présenter, avant la Journée internationale des infirmières, notre rapport IND pour 2025. Comme je l'ai mentionné, les soins aux infirmières renforcent les économies. Et c'est là que nous apportons des preuves essentielles des rendements économiques évidents du soutien à notre main-d'œuvre. Cette fois-ci, nous nous sommes davantage concentrés sur les raisons pour lesquelles nous devons soutenir le bien-être des infirmières, à la fois notre santé physique et mentale, ainsi que toutes les conditions qui affectent la capacité de l'infirmière à travailler au maximum de son potentiel. Donc, si nous passons simplement à la diapositive suivante, nous savons qu'il est important d'appuyer à nouveau les infirmières. Et la raison en est que la voie est claire. Nous soutenons les infirmières. Nous sommes en mesure de fournir de meilleurs soins de santé. Nous sommes en mesure de fournir des soins de santé plus sûrs, et ils vont vraiment de pair avec le renforcement de l'économie. Nous avons donc choisi de prendre soin des infirmières comme thème parce que nous savons que, même si nous avons parlé de l'importance de soutenir le bien-être, ce n'est pas le cas de tous nos pays et de beaucoup de nos endroits. De l'emploi fournissent vraiment le type de soutien que les infirmières anticipent ou dont elles ont besoin une fois de plus pour être elles-mêmes en bonne santé et être en mesure de fournir les soins nécessaires. Ont besoin, qu'il s'agisse d'avoir suffisamment d'autres infirmières et de membres du personnel ou de savoir qu'il y a un investissement dans leur bien-être. Nous savons que les 29 millions d'infirmières et infirmiers du monde font un travail incroyable et c'est encore une fois à l'échelle mondiale. Mais nous savons aussi qu'il est important pour nous, le CI, de mettre en lumière ce qui est négligé par les décideurs politiques. Nous savons donc que nous n'avons pas vu tout le monde être à la hauteur de l'appel que nous avons lancé en faveur de la valeur. Protéger, respecter et investir dans les infirmières. Et c'est parce que nous savons que les infirmières nous diront qu'elles aiment leur travail, mais qu'elles détestent leur travail. Il est donc important pour nous de vraiment nous concentrer sur cela afin de répondre aux besoins d'améliorer les conditions de travail, y compris les ratios de personnel dangereux, les protections sur le lieu de travail et non la protection contre les risques professionnels, l'amélioration des salaires. Améliorer les conditions qui causent l'épuisement professionnel. Il est donc temps de s'attaquer à cette crise. C'est pourquoi nous voulons que vous vous engagiez avec nous. Car nous disposons actuellement de données et de recommandations convaincantes pour nous assurer que nous ouvrons la voie à des populations et à des économies prospères grâce au soutien des soins infirmiers. C'est prendre soin des soins infirmiers et des infirmières est la bonne chose à faire. Il en a toujours été ainsi. Mais encore une fois, nous voulons être en mesure de vous armer de données. Cela montre vraiment le lien avec le renforcement de nos économies. Si vous pouviez passer à la diapositive suivante. Encore une fois, vous allez entendre les résultats des sondages de demi. La durabilité de la main-d'œuvre infirmière, qui proviennent encore une fois de nos présidents de l'Association nationale des soins infirmiers et en collaboration avec le Centre de recherche Rosemary Bryant. Puis notre rapport de la Journée internationale des infirmières sur les soins infirmiers renforce les économies. Et maintenant, juste la diapositive suivante. Je veux m'assurer que nous rendons hommage à ceux qui ont vraiment contribué à la réalisation de ce rapport. Nous avons nos auteurs, Greg Sharplin, qui était en ligne avec nous, ainsi que Jared Clark et Marion Ecker. Nous avons bénéficié des conseils d'experts de la première vice-présidente Lisa Little et de Jim Buchan, qui est consultant en main-d'œuvre chez ICIN depuis un certain temps. Et puis nous avons de nombreux présidents de nos associations membres du CI. Je vais maintenant céder la parole à Howard Catton qui présentera les résultats des sondages. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Nous sommes ravis que vous puissiez vous joindre à nous pour la présentation de nos rapports à l'occasion de la Journée internationale des infirmières de cette année.
Diapositive suivante s'il vous plaît. Ce sera un peu une visite éclair. Mais soyez assurés que toutes ces diapositives seront à votre disposition. Le rapport dont je vais parler est l'enquête menée auprès des associations nationales d'infirmières. Enquête auprès des présidents des associations nationales d'infirmières menée entre juillet et octobre de l'année dernière. Près de la moitié de nos associations nationales d'infirmières ont participé. 68 répartis uniformément dans le monde entier et dans tous les contextes de revenus et, surtout, nous leur posions des questions sur les demandes croissantes d'infirmières. Aux infirmières, l'offre d'infirmières, les indicateurs clés sur la santé du travail infirmier, leur salaire et leurs conditions de travail. Mais nous leur demandions de nous dire comment ils se sentaient. J'avais l'impression que les choses étaient maintenant comparées à 2021. Il s'agit donc d'une enquête unique sur les associations nationales d'infirmières et d'infirmières à l'échelle mondiale. Donne également une idée des tendances que les dirigeants des associations nationales d'infirmières ont observées au cours des dernières années. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous amener à la figure 3. En bas à gauche de la diapositive que vous regardez. Cela montre l'évolution de la demande de personnel infirmier depuis 2021, et vous pouvez voir qu'entre 58 et 66% des associations ont déclaré la demande de soins infirmiers. Les exigences en matière d'infirmières augmentent. Il est à noter que personne n'a dit qu'il y avait eu une baisse. Au mieux, il n'y avait que peu ou pas de changement. Mais la grande majorité a dit qu'il augmentait. Allez en haut de cette diapositive. Le tableau 3 dans le coin droit, et nous vous demandons si vous avez la capacité de main-d'œuvre infirmière pour répondre aux besoins actuels de votre pays en matière de soins de santé. Les résultats sont là selon le niveau de revenu. Les chiffres en gras sont. Ils sont en gras parce qu'il s'agit des scores les plus élevés dans ces différentes catégories. Mais je vais vous amener au score global dans le coin supérieur droit. 38,2% ont déclaré que leur pays était mal ou très mal préparé en termes de capacité de main-d'œuvre infirmière pour répondre à ces demandes accrues. Donc, ce que nous avons des collègues, c'est une croissance. Écart entre l'offre de main-d'œuvre infirmière et la demande de soins infirmiers et de soins de santé et figure 8. La diapositive en bas à droite. Vous pouvez voir à nouveau les écoles significatives entre 3563% disant que l'écart s'est creusé au cours des dernières années. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous demandons donc quelques indicateurs clés sur les entrées et les sorties de personnel infirmier. Je n'ai pas le temps de partager tout cela avec vous, mais nous n'en avons choisi que quelques-uns. Tout d'abord, la figure 5 en haut. Y a-t-il eu un changement dans le nombre de demandes d'admission en soins infirmiers de premier cycle? Il est très intéressant de voir que c'est dans les pays à faible revenu que le nombre le plus important de demandes d'augmentation. Le plus, 73% ont dit que oui, il y a eu une augmentation. Mais seulement 16% des pays à revenus élevés. Ce rapport traite de la question des migrations internationales et du recrutement sur Internet. Et cette constatation est particulièrement pertinente pour cette section du rapport. Il est également intéressant de noter que les pays à revenus élevés ont connu les plus faibles augmentations du nombre de diplômés en soins infirmiers. Fait 29%, une diminution de la production de diplômés en soins infirmiers. Nous vous demandons ensuite ce que vous avez vu en termes de nombre d'infirmières et d'infirmiers qui quittent le secteur et la figure 7 au bas de cette diapositive, et vous pouvez voir encore une fois. Résultat très significatif entre 40 et 57% des pays qui disent qu'il y a eu une augmentation du nombre d'infirmières en sortant du secteur depuis 2021. La moyenne globale est de près de la moitié, soit 48,4%. Je dis qu'ils ont constaté une augmentation du nombre d'infirmières qui quittent le secteur. Important à souligner, il s'agit du taux de départ observé par une association nationale d'infirmières. Ce n'est peut-être pas parce que ces personnes ont effectivement quitté le registre de leur pays. Donc, si vous regardez simplement les numéros qui sortent du registre et que vous voyez qu'il s'agit de chiffres inférieurs,
C'est peut-être parce que les gens ont moins d'emplois d'infirmières. Ce sont des emplois. C'est ce que les associations d'infirmières et d'infirmiers rapportent, mais n'ont pas encore pris la décision de quitter le registre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons ensuite approfondi quelques questions sérieuses concernant les conditions de paiement. Nous posons la question suivante, y a-t-il eu un réel changement dans le salaire de base des infirmières depuis 2021? Est basé sur ce qu'on appelle la PPA. Cela s'ajuste donc au salaire après l'inflation et au coût de la vie. Cela vous donne donc une idée réelle de si les infirmières se sentent mieux ou si elles se sentent mieux. Plus pauvres, je pense. Graphique 10. Le premier graphique que vous voyez en haut de la diapositive. Entre 25 et 41% des infirmières qui disent avoir connu une diminution de leur taux réel. D'accord? Ces chiffres sont plus élevés. Je pense que chacun d'entre nous s'attendait probablement à ce que la grande majorité des gens soient restés debout. Sont restés immobiles, et il n'y en a qu'un très petit nombre qui a en fait augmenté. Il est important de dire qu'il s'agit d'une constatation qui se retrouve également dans les travaux de l'OCDE, montrant une stagnation ou une baisse des salaires des infirmières dans les pays de l'OCDE. Nous avons alors dit, votre pays a-t-il des plans en place? Des plans nationaux? Des plans régionaux? Des plans locaux? Pour aborder les questions relatives aux soins infirmiers, ces problèmes de main-d'œuvre infirmière. Bas du tableau 6 est le suivant. Simplement vous amener au résultat global pour les plans nationaux. 51,5% ont un plan national en place qui. Un plan national que je trouve très important et inquiétant aussi. Et près de la moitié n'ont pas de plan national en place. Diapositive suivante s'il vous plaît. Nous avons ensuite demandé aux gens s'ils avaient un plan en place. Si leur pays avait un plan en place. S'ils s'alignaient sur les orientations stratégiques de la stratégie mondiale pour les soins infirmiers et obstétricaux. Il y a de très bonnes nouvelles dans cette diapositive. Car il n'y a qu'un seul pays qui a dit que son plan national ne correspondait pas à l'orientation stratégique mondiale. C'est donc très encourageant qu'il y ait un alignement sur les orientations stratégiques mondiales. Mais nous posons ensuite une question plus détaillée. Si vous avez un plan en gros, à quel point pensez-vous qu'il est aligné, étroitement sur les orientations stratégiques ou seulement, un peu ou une quantité modérée? Les plus gros scores, les plus élevés, les scores les plus élevés sont en gras. Encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a un mélange de 37 à 53%. Mais je pense que ce que cela nous dit, même s'ils disent qu'il y a un alignement, ce n'est pas nécessairement un alignement fort sur les orientations stratégiques comme nous voudrions le voir. Diapositive suivante s'il vous plaît. Nous avons ensuite posé quelques questions sur la rétention. Vous avez entendu parler de certains des problèmes de recrutement, du manque de candidats. Nous parlons beaucoup de recrutement. Mais vous savez, vous avez entendu le CI dire qu'en fait, nous pensons que nous devrions probablement parler encore plus de rétention, puis de recrutement. Ces résultats sont des indicateurs de l'efficacité de la rétention. Nous demandons aux infirmières et infirmiers dans quelle mesure ils se sont sentis soutenus pour travailler jusqu'à l'ensemble de leur champ d'exercice. Encore une fois, je vais simplement vous amener aux résultats globaux du tableau 10, dans le coin supérieur droit. Dans l'ensemble, dans quelle mesure avez-vous l'impression d'avoir soutenu seulement 41%? CI a travaillé avec un certain nombre d'associations d'infirmières pour soutenir l'introduction de cadres et de législation pour la pratique avancée, par exemple. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ici, collègues avec 60%. Pas assez fort pour soutenir la pratique avancée. Dans le même ordre d'idées. La question suivante est de savoir quelles sont les possibilités de progression de carrière. Encore une fois, vous pouvez voir l'éventail des résultats. Dans quelle mesure il y a des possibilités de promotion de carrière bien soutenues, fois à 50% ou moins. Ce sont donc des indicateurs de un vrai travail, un travail important qui doit être fait pour renforcer la rétention d'infirmières expérimentées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons posé des questions sur d'autres politiques clés affectant les infirmières.
Allez d'abord dans le coin supérieur droit, le tableau 14. Commençons par le tableau 14. C'est là que nous posons des questions sur l'exposition à la violence de la part des patients et du grand public. Je vais juste vous amener aux résultats globaux en bas. Le résultat global concernant la violence des patients ou du public, 86% de la part d'autres personnes. L'employé est de 71%. Nous savons qu'il y a d'autres données provenant d'autres sources montrant des niveaux élevés de violence extrêmement inquiétants et le fait qu'elle ne provient pas seulement des patients ou du public, mais aussi d'autres membres du personnel. Je pense qu'il est très important dans cela, dans ce résultat. C'est ce que nous avons dit ensuite. Dites-le nous, compte tenu de certains de ces problèmes liés à votre rétention. Sécurité. La violence. Liée à la sécurité. La violence. Avez-vous mis en place des politiques pour assurer la sécurité et le bien-être des infirmières? Allez à gauche, en bas à gauche. Désolé, pas de dos. La figure 12, en bas à gauche, de cette diapositive. Que vous regardez maintenant les politiques que les gens disent avoir mises en place pour prévenir la violence au travail. 31% n'ont pas de politique, 48% n'ont pas de politique pour les nouveaux diplômés, 52%. Aucune politique d'accès à la santé mentale ou aux soins psychologiques. 64% aucune politique pour la bonne combinaison de compétences et 69% aucune politique pour avoir le bon niveau de personnel. Il s'agit donc d'un écart extrêmement inquiétant entre l'expérience vécue des infirmières et les politiques, qui ne sont tout simplement pas en place et en particulier celui qui concerne les bons niveaux de dotation, est le thème fort de la question de la violence, l'expérience de la violence. La relation avec la pénurie d'infirmières est-elle une pénurie d'infirmières qui crée des frustrations pour les patients qui ne sont pas traités rapidement lorsqu'ils sont avec un malade? Mais aussi la frustration parmi les autres infirmières et les travailleurs de la santé face aux énormes demandes et au manque de personnel pour y faire face? Une politique. Fondamentalement, est-ce une bonne politique, qui est appliquée, financée? C'est 13 vous donne une idée de l'évaluation de l'association sur la qualité des politiques en place. Et vous pouvez voir à nouveau dans les chiffres en gras que les meilleurs résultats sont autour. Vous savez, juste et inférieur à 50%. Donc, même si nous avons une politique, elle ne sera peut-être pas aussi solide et plus forte que nous le souhaiterions. Diapositive suivante s'il vous plaît. Pourquoi tout cela est-il important? Absolu. En demandant à NN, comme son évaluation est, pénurie de main-d'œuvre infirmière et la stratégie d'annonce. Pénurie annonçant des pénuries de main-d'œuvre affectant la prestation de soins sûrs. Vous pouvez voir les résultats ici. Encore une fois, gradué de fortement en désaccord à tout à fait d'accord. Si je vous amène aux résultats globaux de ceux qui sont d'accord ou tout à fait d'accord, 38%. 38,8%. 25,4%, 64% des associations sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les pénuries nuisent à la prestation de soins sécuritaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Où en sommes-nous avec la pénurie mondiale d'infirmières? Quelques semaines et quelques jours, le 12 mai. Nous aurons une mise à jour de ce chiffre ainsi que l'intégralité du prochain rapport sur la situation des soins infirmiers dans le monde. Mais nous savons aussi qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont fait des recherches universitaires sérieuses qui l'ont fait. Le travail de l'Université de Washington qui ont prédit qu'en réalité cette pénurie pourrait être autant comme 30 millions si nous sommes plus ambitieux pour la santé mondiale et l'accès aux soins de santé. L'écart pourrait être jusqu'à ce nombre. Mais ce que nous savons aussi de l'OMS, c'est qu'elle a récemment ajusté à la hausse sa pénurie globale pour tous les travailleurs de la santé, de 10,2 à 11,2 millions. Les soins infirmiers représentent donc environ la moitié de la population mondiale, short environ la moitié de la pénurie mondiale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour essayer de résumer et de rassembler ici. Ce que nous constatons est clair, augmentation de la demande pour les infirmières, une rémunération insuffisante, un manque de rétention, des mesures de rétention efficaces et robustes.
Des plans qui ne sont pas assez largement mis en place. Ils peuvent ne pas mettre l'accent sur la rétention. Il existe des écarts importants en matière de violence et de dotation en personnel, ce qui exerce une pression énorme et supplémentaire sur nos soins infirmiers, ce qui entraîne un manque d'infirmières et d'infirmières dans la profession, mais aussi plus d'infirmières que nous voyons partir, nous laissant avec cet écart entre l'offre et la demande. Les collègues que nous avons comparé cela à un peu si vous conduisez votre voiture et que vous avez l'airbag caché, qui est là en termes de si vous frappez, si vous avez un accident, s'il y a une catastrophe. Cela gonflera le public. Les politiciens ont probablement pris la profession infirmière comme pour acquis en termes de gonfler quand nous avons une crise quand nous avons une forte demande. Je pense que ces résultats nous mettent en garde contre la réponse des soins infirmiers. Que l'airbag infirmier pourrait ne pas se gonfler dans les situations d'urgence futures dans la mesure où nous le souhaiterions. Et nous voyons aussi des réponses politiques qui, franchement, pensons être les mauvaises réponses. Renversant la dépendance au recrutement international, cherchant à essayer de réduire la durée des soins infirmiers. La formation en soins infirmiers aussi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, une visite éclair comme je l'ai dit. Une visite éclair, comme je l'ai dit. Il s'agit d'une visite éclair. Mais les personnes qui ont fait le travail vraiment difficile sur l'analyse pour nous étaient Greg Charplin et ses collègues du centre de recherche Rosemary Bryant en Australie. Greg, au nom de nous tous, tout d'abord, un grand merci à vous et à l'équipe pour le travail fantastique accompli dans la mise en place de tout cela. J'espère que j'ai rendu justice aux résultats, mais je sais que vous et vos collègues, en plus de voir les chiffres concrets, avez également lu une grande partie du récit qui est revenu. Alors, invite donc à nous faire part de vos réflexions et de vos commentaires en ce qui concerne quelqu'un qui a lu toutes les réponses qui vous ont éclairé dans le cadre de cette recherche, Greg. Oui, excellent. Merci, Howard, et merci pour les mots aimables et aussi, je suppose, d'abord pour reconnaître et remercier les associations nationales d'infirmières qui ont pris le temps de prendre le temps de leur calendrier pour préparer les réponses détaillées. Comme vous l'avez dit, ce n'était pas juste. Les données quantitatives que nous avons vues sur les commentaires détaillés ont permis de donner vie à certains des véritables défis qui émergent au niveau national. Que ce soit dans les pays à revenus élevés ou dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Je pense que les commentaires reflétaient généralement les données que vous avez montrées à AO. Et c'est d'abord et avant tout un thème collectif qui est ressorti du rapport. À savoir qu'il existe des défis persistants en matière de main-d'œuvre qui continuent de menacer la durabilité de la main-d'œuvre. Les chiffres que nous essayons d'atteindre pour lutter contre la couverture sanitaire universelle. On peut le voir à travers les défis liés aux exigences en matière de formation des nouvelles infirmières ou les défis liés au recrutement et au maintien en poste. Par exemple, il y a eu un certain nombre de commentaires concernant l'épuisement professionnel associé aux soins infirmiers et le type particulier de défis sur le terrain. Les véritables défis quotidiens auxquels les infirmières sont confrontées et la façon dont cela peut être exacerbé par l'exposition à l'hostilité et à la violence à leur égard. Il y a aussi des défis liés aux patients ou à la façon dont cela a affecté des choses comme la sécurité des patients, que vous avez mentionné vers la fin. Et c'est vraiment l'objectif final de ce que nous essayons d'accomplir, à la fois au niveau des politiques, mais aussi dans la pratique quotidienne des soins infirmiers, qui consiste à essayer d'améliorer les résultats de santé des gens, et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas y parvenir quand il y en a des expériences réelles, je suppose réelles, auxquelles ils sont confrontés. Les données sur les politiques que vous avez montrées encore une fois ont été renforcées dans certains des commentaires liés au manque de protection, jusqu'aux problèmes de santé mentale ou aux menaces pour la santé physique. Soutenir les nouveaux diplômés, avoir les bons niveaux de personnel, en particulier les niveaux de personnel, et comment cela rend la tâche particulièrement difficile. Il est temps pour la profession, en particulier dans le contexte de la complexité croissante des soins de santé. Je pense qu'enfin,
to bring together what we see or we know as gaps and try to use that as leverage to improve the working conditions, whether it is related Il y a eu to des commentaires sur l'importance des stratégies nationales de main-d'œuvre comme levier pour améliorer ces conditions de travail et sur le fait qu'elles constituent vraiment une occasion importante pour les pays de combler ce que nous considérons, ou que nous connaissons comme des lacunes, et d'essayer de les utiliser comme levier pour s'améliorer. Les conditions de travail, qu'il s'agisse de rémunération ou protection des droits des employés, ou s'il s'agit de mettre en place, je suppose, une politique solide pour protéger la migration des infirmières parce que, infirmiers, comme l'a montré le rapport, est peut-être pas autant abordé. Autant. Mais nous voyons toujours un défi émerger, ou le montrer dans le rapport, autour des tendances des pays à faible revenu à perdre des infirmières au profit des pays à revenus élevés. Ainsi de suite. Je pense qu'il y a là une. J'exhorte les auditeurs à prendre le temps de lire ces commentaires, car je pense qu'ils verraient en grande partie ce qui est dit. Ils se reflètent dans leur propre pays. Encore une fois, je vous remercie de me donner l'occasion de donner vie à une partie de ce rapport. C'était excellent. Merci, Greg. Nous apprécions vraiment vos idées à ce sujet. Et comme vous l'avez mentionné, et comme Howard l'a mentionné, il y a beaucoup de données riches et d'informations supplémentaires dans le rapport et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était si important de pouvoir obtenir des informations réelles sur le terrain. Nous encourageons donc vraiment tout le monde à lire l'intégralité du rapport. Nous aimerions maintenant présenter les résultats de la Journée internationale des infirmières. Prendre soin des infirmières renforce les économies, que nous publions également aujourd'hui. Et si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, vous allez entendre Dave Stewart, notre directeur de la pratique et des politiques en soins infirmiers, ainsi que Gillian Moore, notre conseillère en communication et en politique. Et comme vous le savez, à chaque publication de la Journée internationale des infirmières, nous apportons une fois de plus des messages forts pour influencer nos décideurs politiques ainsi que d'autres dirigeants, et les acteurs du changement. Et nous voulons attirer leur attention une fois de plus. Il y a une crise dans le bien-être des infirmières et la main-d'œuvre. Vous avez entendu les défis. Il ne s'agissait pas en partie d'une nouvelle information, mais il s'agit essentiellement d'un appel à l'action. Nous voulons donc souligner la nécessité d'investir dans les soins aux infirmières. Car c'est important pour tous nos pays, pour la santé de la population de tous nos pays, et pour l'ensemble du personnel infirmier. Dave, à vous. Merci beaucoup, Pam, de cette présentation et merci, Howard, de la discussion sur les défis liés à la main-d'œuvre de la santé. Vous avez donc entendu parler de certains de ces principaux défis en matière de main-d'œuvre. Je veux ramener cela à la façon dont cela se rapporte réellement aux infirmières et à la façon dont cela les a touchées partout dans le monde. Il y a 20 ans, je travaillais dans un lieu de procédure élective dans un autre pays. Pendant cette période, je me souviens d'un jeune homme d'environ 40 ans, marié et père de 2 enfants, qui était assis à l'extérieur de la salle d'opération. Au cours de cette procédure, une erreur a été commise et elle a été détectée assez tard et, malheureusement, après une longue période de réanimation, nos tentatives ont échoué. Je me souviens encore aujourd'hui de la famille qui était assise à l'extérieur de cette pièce. Je me souviens encore des composants de la RCR. En tant que profession, nous travaillons avec des personnes dans leurs moments les plus vulnérables. C'est quand les choses tournent mal et même quand les choses vont bien. Les émotions restent toujours avec vous. Les expériences restent toujours avec vous. C'est une profession liée à l'homme et elle s'accompagne d'un grand nombre de défis, d'un certain nombre de difficultés. Et en cela, cela a un impact sur la profession et nous examinerons cela de différentes manières. Nous savons que les infirmières du monde entier présentent un nombre important de symptômes d'épuisement professionnel. Et il s'agit d'un niveau grave. Nous ne parlons pas de niveau moyen. Nous parlons de niveau grave de symptômes d'épuisement professionnel. Et ceci était encore plus élevé pendant la pandémie. Et ce qui est inquiétant, c'est que de nombreuses infirmières ont vu des patients mourir ou vivre des événements extrêmes. En raison des conditions de travail et cela a un impact majeur sur le préjudice moral des infirmières dans le monde entier. En conséquence, il y a une grande proportion, 50%, des travailleurs qui envisagent régulièrement de quitter leur emploi.
Et 80% d'entre eux travaillent au-delà de leur capacité et travaillent plus que ce qu'on attend d'eux. Et comme si cela ne suffisait pas. Il n'est pas considéré comme un atout. En fait, de nombreuses infirmières déclarent que leur salaire n'est pas suffisant pour les sortir de la pauvreté. Ce que nous avons également constaté, c'est que les conflits et la violence au travail deviennent presque acceptables, avec un grand nombre d'infirmières qui en font l'expérience et même pire. Nous savons qu'en 2023 seulement, dans les zones de conflit et humanitaires, il y a eu d'importantes attaques de violence contre les établissements de santé et les travailleurs. Elle est considérée comme l'une des professions les plus risquées, celle qui est là pour soigner et protéger la santé. Promouvoir la santé et assurer la dignité en fin de vie. Il s'agit d'une main-d'œuvre qui est souvent en première ligne du danger. Et c'est absolument désastreux. Ainsi, lorsque nous jetons un coup d'œil à certains des défis de base, nous nous demandons comment cela est traité comme un acide, envisagé? Et en plus de cela, nous constatons également que de nombreuses infirmières sont toujours beaucoup d'entre elles disent qu'elles sont surqualifiées, qu'elles utilisent leurs expériences, que leurs connaissances et leurs capacités ne sont pas utilisées à leur pleine mesure, qu'elles sont sous-évaluées. Donc, si nous passons simplement à la diapositive suivante, merci, Cyril, ce serait utile. Alors, à quoi cela mène-t-il? Nous savons que l'OCDE a mené des études sur les étudiants et leur intérêt à poursuivre une carrière en soins infirmiers. Et cela a connu une baisse marquée dans près de 50% des pays. Donc moins d'étudiants souhaitant étudier les soins infirmiers en tant que profession. Cela entraîne une augmentation de l'exode de la main-d'œuvre, ce qui entraîne d'importants problèmes de rétention et de roulement. Mais l'un d'entre eux est aussi la baisse de la productivité, qui coûte également beaucoup d'argent à l'économie, ce qui affecte finalement la santé de populations entières. Et le type de correctif utilisé ne fonctionne tout simplement pas. Ils sont temporaires, mais finissent par causer des défis plus complexes à plus long terme. Et ils ont tendance à se concentrer sur l'accélération rapide du recrutement international, ce qui cause des dommages dans différents domaines et à différents niveaux. Nous savons également qu'il y a un transfert d'emploi ou de tâches vers une main-d'œuvre moins qualifiée ou qualifiée au lieu d'infirmières. Et nous semblons également nous concentrer uniquement sur la question de l'approvisionnement. Nous devons simplement éduquer de plus en plus de gens, au lieu de nous attaquer aux problèmes clés liés à la rétention. Donc voilà, mettre davantage l'accent sur l'augmentation de la main-d'œuvre occasionnelle et de la main-d'œuvre non permanente. Je vais céder la parole à ma collègue Gillian, qui va simplement se pencher sur l'impact économique de telles exigences. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Cyril. Génial. Merci, David. Ainsi, lors de la recherche et de la rédaction de ce rapport, comme David l'a souligné, les données nous ont clairement montré l'ampleur et l'impact plus large de ces défis. Mais cela nous a aussi montré que lorsque nous investissons dans les infirmières, nous obtenons un retour économique et social très fort sur cet investissement. Et cela se traduit par une amélioration de la santé. Infirmière en meilleure santé, plus stable et plus productive. Et cela se traduit par de meilleurs résultats pour la santé, par une meilleure sécurité des patients, des systèmes de santé plus efficaces, et, en fin de compte, par des populations en meilleure santé, qui peut alors contribuer pleinement à sa société, leur profession à la croissance économique globale. Et donc, pour mettre quelques chiffres là-dessus. Donc en haut à gauche ici, nous savons, d'après les données de McKinsey et du Forum économique mondial, qu'investir dans la santé et le bien-être des employés a d'énormes rendements économiques et, sur la base de leurs chiffres, investir spécifiquement dans la santé et le bien-être des infirmières pourrait créer de 100 à 300 milliards de dollars de valeur. Et c'est en aidant les infirmières à maximiser leur contribution au système de santé, les aider à être aussi efficaces et productifs que possible. Mais parce que les infirmières soutiennent la santé de toutes les personnes et de toutes les professions, ce rendement économique peut être beaucoup plus important.
Et le chiffre de l'amélioration de la santé et du bien-être de la main-d'œuvre a été avancé à 11,7 billions de dollars. Encore une fois par McKinsey et le Forum économique mondial. Et nous savons que les infirmières jouent un rôle fondamental dans le soutien de la santé de la main-d'œuvre au sens large, à l'échelle mondiale. Nous savons donc que la mauvaise santé coûte à l'économie 15% du produit intérieur brut chaque année en perte de productivité. Mais la recherche nous dit que si nous améliorions la santé de la population, nous pourrions en fait ajouter 12 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2040. Ces chiffres nous disent vraiment que les infirmières sont essentielles pour permettre aux populations de s'épanouir, pour créer à la fois de la santé et de la richesse pour tous. Et la recherche nous montre vraiment que les dépenses de santé sont un investissement stratégique intelligent. Et que chaque dollar investi dans la santé a un retour sur investissement d'au moins 2 à 4 dollars. Parce que cela augmente les coûts de la mauvaise santé, cela diminue le coût de la mauvaise santé, le coût des soins, coût des congés et augmente la productivité de la population dans son ensemble. Et nous avons en fait vu des rendements encore plus élevés que cela dans de nombreux cas. Donc, juste en haut à droite. En regardant quelques initiatives visant spécifiquement à améliorer la santé et le bien-être des infirmières, nous en avons quelques exemples, comme un programme de soutien à la santé des infirmières aux Pays-Bas, où nous avons vu que chaque euro investi rapportait de 5 à 11 euros de rendement économique parce qu'il réduisait l'absentéisme. Le présentéisme lorsque les gens venaient travailler, mais ils ne sont pas bien ou ne peuvent pas, pour être pleinement productifs. Nous avons également vu, par exemple, une étude de cas d'une initiative de soutien par les pairs pour les infirmières. Des infirmières et infirmiers qui a permis d'économiser plus de 20 000 dollars par infirmière, et qui a permis de réduire l'absentéisme, mais aussi de réduire le taux de roulement de personnel, de sorte que moins de personnes quittent leur emploi. Et si nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé nous dit également que nous avons une énorme opportunité économique et sociale à améliorer la santé de la sécurité et du bien-être des travailleurs de la santé offre d'énormes possibilités économiques et sociales. C'est pourquoi, dans notre rapport IND, il était très clair que le soutien aux infirmières et aux soins des infirmières est la voie vers une gamme de résultats tels que l'amélioration de la sécurité des patients et la réduction des taux d'erreur médicale. Et cela représente actuellement 12 à 13% des dépenses mondiales de santé. L'amélioration de cette situation représente donc une économie potentielle de 606 milliards de dollars par an. Nous savons également qu'il améliore la productivité et l'efficacité du système de santé. Il permet d'économiser sur le coût des dommages professionnels envers les infirmières. Et ce sont des chiffres vraiment solides qui plaident en faveur de l'économie des soins infirmiers. Mais bien sûr, ce ne sont jamais que des chiffres. Derrière tous ces chiffres, il y a des millions de vrais patients qui pourraient recevoir des soins plus sûrs et plus efficaces. De vraies infirmières que nous devons soutenir et leur permettre de fournir les meilleurs soins possibles qu'elles veulent prodiguer, et pour lesquels elles ont été formées. Et nous savons que le soutien au bien-être des infirmières améliorerait également la satisfaction au travail des infirmières. Cela réduirait le taux de roulement, d'améliorer la rétention. Et nous savons aussi qu'investir dans les soins infirmiers est aussi la voie à suivre pour fournir des soins primaires et préventifs rentables. Ce qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est la voie à suivre pour rendre les soins accessibles à tous, la couverture sanitaire universelle. Donc, dans l'ensemble, ce que la recherche nous dit, c'est que les soins aux infirmières ont un énorme effet multiplicateur en réduisant tous ces coûts et en nous apportant beaucoup de gains, améliorant ainsi la santé et la productivité des systèmes de santé et des économies entières. Et donc on sait qu'avec de la volonté et avec de l'investissement, il y a des solutions, et je vais céder la parole à David pour en parler à nouveau. Oui, merci, Julian. Et c'est un cas tellement puissant. Juste l'économie derrière le traitement du personnel de santé comme un atout plutôt que comme un passif. L'une des visions étonnantes que le Dr Pam Cipriano a souligné depuis le début de sa présidence est d'essayer de faire passer la conversation de l'invisibilité des infirmières à l'inestimable. Et une partie de cela, travail du CI au cours de ces dernières années a vraiment consisté à mettre en évidence certains de ces défis et problèmes clés, et les solutions potentielles à cela.
C'est pourquoi nous avons eu une série d'ouvrages, y compris le programme de soins aux infirmières, main-d'œuvre durable, qui est la main-d'œuvre actuelle, mais aussi notre rapport sur le maintien et la rétention et notre déclaration du 125e anniversaire sur l'avenir des soins infirmiers. Cependant, une grande partie de ce travail est sous-tendue par le travail du conseil d'administration sur la charte pour le changement du CI, qui s'est concentré sur les interventions politiques pour renforcer les systèmes de santé. Il est utilisé aujourd'hui et vous pouvez aller sur des canaux de médias sociaux comme YouTube ou d'autres et vous pouvez voir comment les infirmières les utilisent sur différentes plateformes. Comment les éducateurs les utilisent, comment ils sont utilisés dans les célébrations. Mais ils sont également repris par les ministres de la Santé dans le cadre de leurs discours parlementaires. Nous estimons que l'audience, en particulier pour la charte pour le changement, a atteint environ 200 millions de personnes. Alors il est vu et nous voulons que le public continue d'entendre et de comprendre ces questions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'un des défis est de savoir pourquoi nous nous concentrons sur cela. Bien-être des infirmières? Claire. Premièrement, il y a une responsabilité éthique. Premièrement, c'est légalement nécessaire, mais c'est aussi économiquement sain. Et nous vous avons donc fourni les preuves de cela. Mais qu'a-t-on souligné? N'y a-t-il pas un seul problème en particulier? La métaphore. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est utilisée pour décrire le fait que même des événements ou des actions mineures peuvent provoquer une panne plus longue et plus importante ou un effondrement après une série d'événements. Ce que nous constatons, c'est qu'il continue d'y avoir de très nombreux défis pour les infirmières. Et en fait, il y a eu le travail qui a été fait par Stelenke et Carlton, qui a souligné qu'en moyenne, les infirmières ont dit cet événement potentiellement traumatisant psychologiquement. Ceux-ci ont tendance à s'additionner au fil du temps et les solutions ne le sont donc pas nécessairement. Il y a une chose simple pour tout résoudre. Tous les grands défis. En fait, lorsque nous regardons le mot prendre soin des infirmières, c'est en fait un mot extrêmement puissant parce que nous voulons qu'il s'agisse d'une approche holistique, pas seulement d'une approche fragmentaire, en prenant un petit élément. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Cyril. Tout au long du rapport, nous avons fourni un certain nombre de solutions efficaces à ces choses dont nous savons qu'elles fonctionnent exceptionnellement bien. L'un des plus importants est évidemment le travail autour des niveaux de dotation fondés sur des données probantes ou des niveaux de dotation sur l'utilisation optimale de la combinaison de compétences. Les travaux de McHugh, Aiken et Emery Rafferty mettent en évidence ce travail dont la recherche est connue depuis très longtemps. Nous savons qu'il faut davantage de surveillance en temps réel et d'ajustement dynamique à ce sujet. Mais nous reconnaissons également que souvent, les infirmières ne disposent tout simplement pas des ressources et de l'équipement nécessaire pour faire leur travail efficacement. Qu'en fait, la technologie fournie ne réduit souvent pas le temps. Réellement le temps ne réduit pas les inefficacités. Elle ajoute en fait plus de temps, plus de dédoublement des efforts, et éloigne les infirmières du patient. Il n'est pas conçu par des infirmières, pour les infirmières. Et si souvent, on nous donne le mauvais type de ressources pour soigner correctement nos patients, conduisant à une augmentation des dommages moraux. Mais il y a aussi des questions clés concernant des conditions de travail sûres et décentes, où nous constatons une escalade continue des niveaux de violence. Au lieu de s'attaquer à la tolérance zéro ou à la promotion d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sain et sain, pouvoir accéder, équipement de protection, les infirmières sont souvent sous-évaluées en ce qui a trait à l'accès au perfectionnement professionnel ou à la participation, à la prise de décision, ou même au cheminement de carrière et aux possibilités de leadership. De sorte que le fait de relever certains de ces défis fondamentaux permet en fait à une main-d'œuvre plus enthousiaste et plus retenue. Au lieu de cela, si nous passons à la diapositive suivante. Au lieu de cultures très performantes, ce que Lemon aborde, des cultures performantes. Nous voyons des dirigeants qui essaient de sucer la moelle épinière des infirmières et infirmiers exiger de plus en plus au lieu d'essayer de prendre soin de ceux qui se soucient de ceux-ci.
Et c'est presque comme si le fardeau ne cessait de s'ajouter là où l'innovation est perçue. Le conflit au lieu de ce qu'il est réellement. La remise en question des idées. Proposer de nouveaux progrès et de nouvelles façons de faire. Nous aussi. Nous devons également chercher à nous soutenir les unes les autres. Soutenir nos propres leaders en soins infirmiers, et nous soutenir et nous encourager mutuellement. L'un des défis que nous rencontrons, c'est que nous pensons toujours que c'est le problème de quelqu'un d'autre. Mais je pense que nous devons tous comprendre que nous faisons tous partie de la solution. Comment nous nous soucions et comment nous nourrissons la prochaine génération. Mais aussi pour ceux dont nous nous occupons dans nos postes de direction et qui sont souvent en première ligne pour lever la tête au-dessus des parapets alors qu'ils essaient d'apporter des changements pour ceux qui sont derrière. Mais il y a eu des innovations passionnantes dans de nombreux pays, où nous voyons des exemples pratiques d'infirmières. Des dispensaires sont mis en place dans de nombreux pays, où des services de santé pour les infirmières sont mis en place. Ceux-ci sont développés par des infirmières pour des infirmières et sont consultés par des infirmières du monde entier. Mais le plus important aussi, et cela même si nous soulignons ce dernier, nous devons nous assurer que les compétences, les connaissances et l'expérience des infirmières sont valorisées, notamment par une rémunération juste et concurrentielle. Avoir des infirmières qui peinent à atteindre le niveau de vie de base, c'est inadmissible. Et c'est une tragédie absolue que nous ne traitions pas le personnel de santé le plus important comme un atout extrêmement précieux. J'aimerais donc céder la parole à Pam et vous remercier de m'avoir donné l'occasion de présenter notre rapport. Merci, Dave et Gillian. Comme vous l'avez entendu, il y a tellement de raisons impérieuses pour prendre soin de notre main-d'œuvre, et nous avons souligné bon nombre des défis. Mais en même temps, nous savons qu'il est important de souligner que des solutions peuvent être mises en place. Je veux donc me tourner vers la première vice-présidente du CII, Lisa Little, qui va vous donner un exemple de cas au Canada. Lisa. Merci beaucoup Pam. Oui. C'est le cas du Dr Lee Chapman, notre infirmière en chef du gouvernement fédéral ici au Canada, a fait un excellent travail en dirigeant une compilation des stratégies de maintien en poste actuelles et dominantes du Canada, centrée sur 8 thèmes pour favoriser le transfert des connaissances à travers notre pays. Mais je suggérerais bien sûr que cette boîte à outils de rétention qui a été développée et qui est accessible au public puisse être appliquée dans le monde entier. Grâce à ce processus, elle a mis la rétention du personnel infirmier à l'avant-plan aux yeux des infirmières, des décideurs, des employeurs et d'autres intervenants. Et je crois qu'elle a uni les infirmières avec une énergie et une concentration renouvelée grâce à ces consultations très vastes et aux commentaires des infirmières et infirmiers d'un océan à l'autre de notre pays. Il reste encore beaucoup à faire, mais je pense que nous commençons à voir une certaine adoption de cette boîte à outils de rétention. Ici au Canada, l'un des éléments clés de ce projet de loi concerne, nous l'avons entendu aujourd'hui, au sujet de la violence en milieu de travail. Important au Canada. Milieu de travail. Et c'est un enjeu important au Canada. Et comme vous le verrez dans les 2 rapports qui ont été publiés aujourd'hui, c'est un problème dans le monde entier. Et l'un des éléments de la boîte à outils avec quelques suggestions sur la façon d'y remédier, le résoudre. De nombreuses organisations ont une politique de tolérance de zéro pour la violence, mais malheureusement, elles ne sont pas respectées. Et malheureusement, la violence sur le lieu de travail est presque devenue la norme. Et je pense que certaines infirmières et certains employeurs sont devenus complaisants, pensant que c'est comme ça maintenant. Et je pense qu'une partie de cela, comme vous l'a dit Howard, est la frustration du public depuis la Covid, le manque de personnel, etc. Mais aucun niveau de violence au travail n'est acceptable. Vous savez. Nous avons besoin que chaque infirmière signale la violence au travail et que le système rende des comptes en ce qui concerne le signalement public et l'éducation du public sur les niveaux de violence au travail. Et pour que les gens soient conscients et que les infirmières soient conscientes quand elles choisissent différents endroits en termes de travail. Enfin, je dirais que l'Association des infirmières et infirmiers du Canada est allée jusqu'à inclure la violence en milieu de travail, en particulier contre les travailleurs de la santé et les infirmières, comme une priorité clé dans sa trousse électorale en vue des élections fédérales actuelles ici au Canada. Il y a donc beaucoup de ressources là-bas. Je pense qu'il y a une occasion et je pense que le partage des leçons apprises et de ce qui fonctionne dans divers domaines est une véritable occasion qui s'offre à nous.
Merci, Pam. Merci beaucoup, Lisa. Encore une fois. Il est important que nous mettions l'accent sur le fait que notre soutien à vous tous et à nos associations nationales d'infirmières et d'infirmiers est d'être en mesure de mettre en œuvre des changements. D'influencer le changement, car c'est ce qui est vraiment essentiel. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît, je veux juste. Parlez-nous brièvement de ce qui s'en vient. Et encore une fois, nous savons qu'il y a eu un certain nombre de questions. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les saisir. Je sais que nous n'aurons pas l'occasion de répondre à tout, mais la diapositive suivante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous tenons à vous rappeler que le 12 mai, l'OMS publiera le deuxième rapport mondial sur la situation des soins infirmiers dans le monde. Nous avons très hâte d'y être, nous nous appuierons sur le rapport de 2020. Nous avons vraiment besoin d'une mise à jour. Qu'est-il arrivé à la main-d'œuvre au cours de ces 5 années très critiques? Nous comprendrons donc les changements dans l'emploi, les changements dans la migration, en examinant l'attrition de la main-d'œuvre, puis en comprenant ce qui a changé dans l'environnement. Il s'agit donc d'une période vraiment critique et beaucoup d'entre vous ont peut-être vu une annonce concernant le webinaire qui aura lieu ce jour-là. Sinon, des informations seront fournies. Mais nous savons aussi que, encore une fois, si nous pouvions passer à la diapositive suivante, ce qui accompagne le rapport sur la situation des soins infirmiers dans le monde, c'est le plan de mise en œuvre à l'appui, si vous voulez, qui est l'orientation stratégique mondiale pour les soins infirmiers et obstétricaux. Et vous en avez entendu parler. Il y en a un. Il y a aussi l'un des 4 domaines d'intérêt essentiels appelés prestations de services. C'est là qu'elle s'est incarnée dans les orientations stratégiques de la dernière. 5 ans que nous devons prendre soin de notre main-d'œuvre, nous devons nous occuper de l'environnement de travail. Nous devons nous pencher sur la rémunération. Nous devons nous attaquer à tous les problèmes qui soutiennent un environnement de soins de santé qui fonctionne bien. Une équipe de soins de santé, et certainement des infirmières et des sages-femmes. Nous prévoyons qu'il y aura une extension des orientations stratégiques mondiales qui accompagneront le rapport sur l'état des soins infirmiers dans le monde. Nous prévoyons donc qu'il s'agira encore une fois d'un événement important, en plus des données que nous fournissons. Mais aussi certainement reconnaître que cela nécessite beaucoup de travail pour nous tous pour les mises en œuvre futures. Et je veux m'assurer que tout le monde sait que nous avons le congrès du CI qui se tiendra à Helsinki les 9 et 13 juin. J'espère que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits et que nous vous y verrons. Je sais que nous n'avons que quelques minutes si nous ne nous dépassons pas, mais je voulais passer aux questions et réponses. Et encore une fois, en y réfléchissant, nous ne pouvons pas répondre à tous ceux sur lesquels nous avons eu des questions. L'inégalité, le personnel, ratio, politique, et comment ICIN influence-t-il vraiment ce qui se passe? À Howard Catton pour qu'il réponde. Et donc ces questions sont vraiment traitées par « Comment faisons-nous » amener nos pays à agir pour réduire la violence? Nous assurer que nous pouvons influencer les politiques de dotation ou, encore une fois, toutes les protections dont nous avons besoin en milieu de travail et qui sont si importantes pour réduire l'épuisement professionnel. Pour que les infirmières se sentent protégées, je veux dire. Vous avez entendu une évaluation très passionnée de la situation actuelle en ce qui concerne le nombre de choses qui doivent être améliorées pour retenir les infirmières, afin de les garder en bonne santé. Alors, Howard, peut-être, si vous pouviez nous parler de ce que fait le CII en général et comment notre travail peut-il continuer à informer et à soutenir l'action dans nos SNE? Merci beaucoup, Pam. Nous essayons donc d'abord de présenter des preuves. Des preuves réelles et tangibles des impacts sur la santé et des implications de ne pas investir dans les infirmières dans le personnel infirmier, ainsi que des preuves économiques. Donc, ce n'est pas seulement perçu comme « c'est une preuve qui est dans l'intérêt de la profession », mais qui fait le lien avec les ambitions du monde pour l'amélioration de la santé mondiale. Et pour les décideurs politiques qui sont peut-être encore plus préoccupés par l'argent qu'ils ne le sont peut-être par la santé. Ils voient qu'il y a aussi des avantages économiques absolus. Mais ces preuves doivent être prises en compte dans les politiques et le plaidoyer. Activité de plaidoyer. Comme il était clair, même si nous avons une politique, ce n'est peut-être pas une très bonne politique. Ce n'est peut-être pas une politique très efficace, elle peut ne pas l'être. Il s'agit également d'une politique financée. Également. Sorte que nous devons veiller à ce que la politique soit effectivement mise en œuvre.
Et c'est là que le leadership en soins infirmiers est si essentiel et si important que si la voix du leadership en soins infirmiers est absente de ces politiques ou de ces décisions politiques, alors les gens prennent. Nous disons qu'ils volent à l'aveuglette. Ils prennent des décisions sans preuve et sans l'expertise et l'invisibilité. Absolument. Nous avons souligné à quel point l'inégalité entre les sexes est importante. Que 90% de notre profession soit composée de femmes est un facteur clé contribuant à l'invisibilité, au manque de postes de direction, l'absence de valeur économique de ce que les infirmières et la profession ont fait, livré et franchement, les ambitions de améliorer l'égalité des sexes dans la société? Parce que nous sommes 29 millions de personnes. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous suivons les preuves, des preuves à la politique et à la prise de décision, avec une visibilité efficace et élevée. Leadership et dernier point, nous le faisons ensemble, a déclaré notre fondateur. A dit qu'il y a de la solidarité par la force si nous avons des voix ou des perspectives différentes sur certaines de ces grandes questions. Il est très facile pour les dirigeants de nous rejeter. Nous devons donc nous unir sur certaines de ces grandes questions de preuve, ces grandes demandes politiques, ces grands problèmes de mise en œuvre. Et travailler ensemble pour vous assurer qu'elles sont mises en œuvre et qu'elles vous sont rendues, Madame la Présidente. Merci, Howard. Je pense qu'il est essentiel de nous rappeler que notre travail ensemble est si essentiel, important, car c'est là que nous augmentons notre influence. Donc, ce que vous avez entendu aujourd'hui est une présentation de preuves significatives. Comme Howard l'a mentionné, c'est vraiment un moment clé, une occasion clé de passer à l'action. Je veux dire que l'appel à l'action ne devrait pas être une phrase que nous prenons à la légère parce que nous savons que cela fonctionne pour soutenir les infirmières. Comme on dit, il s'agit d'un marathon et non d'un sprint, donc nous savons que ce n'est pas le cas. Changer pendant la nuit. C'est quelque chose sur lequel je vois que je travaille depuis un certain temps, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et donc, que nous continuons à progresser et que nous avons des informations et des données importantes pour partager cela, fait que renforcer notre capacité à influencer le changement. C'est donc quelque chose où toutes les infirmières doivent vraiment se rassembler, et cela dépend vraiment de nous pour nous assurer que nous pouvons influencer non seulement la santé des infirmières, mais aussi la santé de nos nations. Et je crois que nous continuons à le faire. Vous aider avec de plus en plus d'informations précieuses pour être en mesure de faire ces justifications et d'avoir ces discussions influentes. Il y a donc urgence. Nous savons que la pénurie croissante dans bon nombre de nos régions, où la mauvaise distribution ou le manque de financement pour les postes d'infirmières et les problèmes de migration continuent d'affecter la main-d'œuvre infirmière. Mais ce sont les questions plus larges, le contexte, l'environnement sur lesquels nous insistons également dans ces rapports. Doit travailler ensemble. Nous devons agir pour apporter des changements, un enjeu à la fois. Nous savons donc qu'il est important pour nous de prendre ces informations et d'en faire notre campagne pour l'année prochaine et dans les années à venir afin de nous assurer que nous ne négligeons pas ces questions vraiment cruciales. Et le CI continuera de jouer son rôle dans l'amplification des solutions et de continuer à fournir des informations. Et alors que nous travaillons avec nos organisations et partenaires influents, et que nous transmettons ce message au pays, à l'Organisation mondiale de la santé et aux Nations unies, nous le ferons. Continuez à chanter vos louanges et à reconnaître les efforts extraordinaires que vous déployez tous en tant qu'infirmières et dirigeantes dans vos pays. Je tiens à remercier tous nos témoins d'aujourd'hui, et je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui y ont assisté. L'événement. J'espère que cela continuera d'être un message très fort que vous pourrez transmettre et nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever bon nombre de ces défis, afin que nous continuions à voir de plus en plus de progrès à l'avenir. Merci beaucoup. Et nous nous réjouissons à la perspective d'une journée internationale des infirmières